pour un petit début. Moi, je l'ai juste lancé. Voilà. On a dit, on l'a lancé il y a 1 heure. Ok, ouais. On est vraiment. Voilà. N'hésitez pas, des fois, si je pose des questions, ça va être peut-être plus simple que vous écriviez dans le canal ou juste prendre la parole si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc, Edge of, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un RTS, ce que personne n'aime, voilà. Mais c'est à la Zilan tous les ans, il y a toujours un jeu comme ça. Globalement, vous contrôlez plein d'unités sur le terrain, vous avez votre armée à gérer, votre économie à gérer, et le but est de tuer tout le monde. Jusque-là, pas de soucis, c'est la base. On a plein de civilisations, déjà dans un premier temps. Ça va être un peu difficile de vous dire jouer telle civilisation, jouer telle civilisation, jouer telle civilisation. Il y aura un petit nombre de civilisations qui sont un peu plus simples à aborder. Le multitasking, exactement, quelle horreur. Donc, on va voir anglais qui va avoir un gameplay beaucoup plus défensif. Généralement, je vous conseillerais pas forcément parce qu'il vous apprend pas à... Enfin, vous avez tendance du coup à ne pas être actif sur la map. C'est un peu le problème et en débutant, on aime bien quand même vous forcer à attaquer. Donc au moins peut-être sur la première semaine, si vous prévoyez 2 semaines de training par exemple, bah, peut-être passer une première semaine sur quelque chose un peu plus agressif qui va être peut-être plus français. Et après revenez pour chercher peut-être une autre civilisation ou ce genre de choses avec votre teammate. Ça peut être intéressant. Donc ensuite on va avoir français qui va être donc beaucoup plus agressif. Toujours très simple. On est sur des bases de RTS qui se ressemblent de Age of Empires. On n'a pas de mécanique particulière de civilisation. On n'a pas ce genre de choses. Donc très abordable. On aura Abbasid où on est un peu plus au-dessus, avec des petites mécaniques de civilisation mais qui restent très abordables, avec un gameplay très économie, soit pour les drapeaux. Et après on aurait peut-être un Saint-Empire romain pareil qui va être un petit peu plus compliqué, mais qui reste abordable avec des petites mécaniques qui s'implantent dans le gameplay. Voilà. Pour moi ça fait 4 civilisations qui sont très basiques, qui tournent un peu autour des mêmes choses, sur lesquelles vous orientez. Première chose quand vous arrivez dans le jeu, il y a des petits trucs à savoir au niveau des paramètres qui peuvent vous aider. Donc mes paramètres ils sont soit ici, soit en appuyant sur l'échappe, pas de problème. Sur les commandes, on les verra un petit peu plus dans la partie, mais je reviendrai dessus. Caméra, vous voyez vous dans votre partie à quel point vous avez des... Alors il y a du bruit de fond chez moi, hein, si jamais, donc excusez-moi pour ça. La vitesse de défilement de bord de l'écran, c'est à quel point ça va vite quand vous bougez avec votre souris. Je sais par exemple que j'avais eu Axias qui avait un peu ce problème où ça allait trop vite. N'hésitez pas à voir à votre sensibilité à quel point ça vous dérange ou pas, à quel point vous voulez que ça aille vite ou pas. Dans le jeu, vous avez la formation dynamique. C'est-à-dire que tant que c'est activé, le jeu vous donnera des conseils et tutos dans la partie. Un peu les mêmes que quand vous êtes le tutoriel au début de la partie. N'hésitez pas à le désactiver. Vous verrez des pop-downs dans la game. Ça peut être relativement très chiant. Ça vous aide pas plus que ça. Vérifier, tac tac tac. Après dans IU, dans les choses qu'on veut, on a barre de santé. Normalement c'est déjà sur... Il me semble que c'est peut-être sur intelligent. Les cellules en toujours actif, ça permettra de savoir tout le temps toutes les unités à combien elles sont d'HP. Ça peut être un bon point de repère si vous avez des unités qui sont low life, etc. Intéressant. Afficher la durée de jeu. C'est pas activé par défaut, sachant que les games durent 45 minutes, savoir où vous en êtes dans la game, c'est toujours intéressant. Et enfin, file d'attente de construction générale. Ça vous permettra de suivre à quel point vous créez des péons, à quel point vous créez de l'armée, à quel point vous faites des améliorations, sur toujours affiché. Et après, graphisme, vous verrez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc on va aller en jeu doucement. Je vais vous montrer un petit peu comment se déroule une partie au global. Ice, j'ai une petite question Vas-y. concernant les settings. Est-ce que on a besoin de garder tout ce qui est musique et tout ça? Alors pour ce qui est de la musique, je vous conseille de l'avoir quand même un petit peu. Vous avez des petits trucs sonores qui peuvent vous aider. Ça peut être un péon qui sort du forum, quelqu'un qui vous attaque, un nage qui passe. C'est des petites informations sonores qui peuvent vraiment aider. Ça compte dans musique du coup ou ça serait plus effet sonore? Je crois que c'est plus effet sonore normalement. Ok. Ouais, normalement c'est 100% pas la musique. Normalement ouais, c'est effet sonore. Musique, voix, la voix des péons, vous n'êtes pas obligé de la voir. Quoi, je veux dire, moi c'est une habitude d'entendre mes péons dire des mots à la con quand ils vont chercher selon la situation parce que c'est marrant. Et bon, pas besoin d'y avoir quoi. Ok, merci. Donc je pars sur français. Pour créer une partie, oui tout con. Pour créer une partie, vous avez 3 façons. Soit
soit solo, soit multijoueur. Solo, escarmouche, créer une partie, ou solo contre l'IA. Solo contre l'IA, ça va être vous contre une IA, ça va pas être une partie en multijoueur. Vous pouvez mettre les IA que vous voulez, les modes de jeu que vous voulez. Pas de problème. Et c'est plus entraînement solo, et escarmouche va être à peu près la même chose. Sauf que de base, vous n'avez pas d'IA, mais vous pouvez en rajouter de la même façon. Si je vais dans ma carte et que je change l'attaque de la carte, ça change le nombre de joueurs que je peux mettre. Si j'en mets 6, ça réduit. Si j'en mets 4, je peux mettre que 4, etc. Mais vous pouvez faire de la même façon en multijoueur, personnalisé. Une partie rapide, ça va directement lancer contingent. Créer une partie en personnalisé et la garder rien que pour moi en privé et créer et mettre mes IA de la même façon. Par contre, si je veux un ami qui rejoint, je suis obligé de passer par un multijoueur. Donc je vais pas me mettre d'IA, on va être ici en training pour vous montrer des trucs. Les standards de la partie. À quoi ça va correspondre? On a deux modes de jeu qui vont être joués à la Zilan, le 2v2 et le FFA Nomade. Le problème du 2v2, c'est qu'on n'a encore aucune information sur comment ça va se dérouler. Donc je vais pas beaucoup y prêter attention. On refera peut-être une session quand on aura des infos. Actuellement, je vais plus me concentrer sur le FFA, même si c'est joué que en partie de groupe, donc sur le top 32. Ça reste une base sur laquelle vous pouvez apprendre le jeu sans aucun souci, et c'est ce que vous voyez à peu près toujours lancé. Le FFA Nomade avec le Robust Age of Empire, qui pour game, etc. C'est ça que les autres débilos qui lancent toute la journée font. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en mode normal, si je lance la game, tac tac tac, je vais avoir un forum de posé sur une map, simplement avec mes pions qui spawnent autour. Si je suis en nomade, je vais me retrouver à pas avoir de forum, et c'est moi qui vais devoir partir sur la map, explorer et trouver un endroit où mettre mon forum. Donc là, si on regarde, j'ai un forum avec généralement des ressources un peu basiques autour. Voilà. Chacune des ressources sert à quelque chose, qu'on va venir après si vous ne savez pas. J'aurai des péons, des moutons, un éclaireur et un forum. Dans le mode nomade, c'est vers quoi on va se diriger parce que là, du coup, ça ne m'intéresse pas. Vous aurez rien de tout ça. Vous aurez 5 péons qui se baladent, un roi, et pas de forum et une map un peu vierge dans l'idée. Donc je vais relancer, je vais prendre le temps de... Si vous n'avez pas trop ce que c'est chaque ressource, à quoi ça correspond, ce qui est le plus rentable, etc., on va y passer un petit peu de temps. Je vais vous expliquer un petit peu comment bien placer sur votre forum, ce qui reste important. Et à quoi sert le roi, et on a aussi plein de petites particularités sur la map qui vont être intéressantes à regarder. Vous jouerez pas une map en particulière, vous jouerez... Donc je passe ici Dominion, c'est pour avoir le roi. Et je me mets en mode nomade. Juste là, je change de mode. On commence donc à l'âge classique. Je vais m'autoriser les triches parce que j'aurais besoin de vous montrer des trucs probablement. Le score ne sera pas révélé. Il n'est montré qu'à la fin de la partie, quand la partie est terminée. Savoir que pour ceux qui sont encore en vie à la fin, ce sera le plus haut score qui déterminera l'ordre. En premier temps, l'ordre d'élimination et après le score. Donc pour la carte, on aura une carte qui sera complètement aléatoire. Tac, tac. Juste, t'as pas coché Dominion. Ouais, t'inquiète. Oui. On sera en méga aléatoire terrestre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la map sera toujours différente d'une game à l'autre. Je vais mettre des IA faciles pour pas qu'on s'embête. Tac, tac, tac. Tac. Et pas d'équipe comme ça. Ouais, pas de problème. Voilà, comme si c'était une game normale. Je vérifie qu'il y a tout qui est bon. De base, vous n'aurez pas la vision sur la map. Je vais m'autoriser un coche de triche pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais normalement, vous aurez un gros brouillard de gars autour de vos unités. Ce sera forcément terrestre le jour J? Oui. Alors, pour le FFA nomade, oui. Il n'y aura normalement pas d'eau. S'il y a de l'eau, c'est de l'eau, il n'y aura rien dedans. Donc pas d'intérêt à poser des bateaux, etc. Vous embêtez pas avec l'eau. Pour le 2v2, je suppose qu'ils mettront pas d'eau non plus. Mais un peu difficile de savoir tant qu'on n'a pas d'infos. Normalement, Ouais, j'imagine qu'il n'y en aura pas. Vous avez déjà beaucoup à apprendre avec juste le mode de jeu basique. Rajouter de l'eau, c'est un peu criminel. merci. Question. Vas-y. Du coup, en mode FFA, on sera répartis par équipe ou alors pas du tout? Alors vous ne serez pas avec votre teammate. Ah non, j'avais oublié parce qu'on switch de PC. C'est ça, vous serez tous les deux dans des games différentes. Eh oui. Vous serez séparés. Donc, vous voyez mon spawn, j'ai une grosse map noire et j'ai mes péons qui sont tous isolés avec un roi. Le roi, tac,
Cette unité ici que vous avez avec une petite couronne, elle a 2 compétences. Donc elle peut courir plus vite. Voilà. Elle peut rien construire, elle peut pas attaquer. Par contre, si votre roi meurt, vous perdez la partie. C'est important à préciser. Petite question. Oui. Les différents péons, ils pop un peu partout sur la map? Alors ça fait c'est aléatoirement dans un cercle sur la map. Ce sera toujours Ok, un petit donc ça cercle veut de dire que tu peux péons. te retrouver côte à côte avec un adversaire, quoi. Exactement. Tu vois, genre là par exemple, j'ai quelqu'un qui était pas loin. Ici, j'avais un autre adversaire qui avait spawn à côté. Peut arriver. Ok, Le merci. premier raccourci que je vais vous apprendre, vous en avez besoin qu'une seule fois. C'est CTRL SHIFT plus A. Très simplement, ça sélectionne tout ce que vous avez, toutes vos unités. Vous en avez besoin qu'au début quand vous spawnez, pour vous dire je prends toutes mes unités et je les envoie dans un coin. Sinon vous avez besoin de prendre un écran de sélection, aller sur votre minimap, un deuxième péon, un troisième péon, quatrième c'est un peu lent et un peu chiant, et vous allez en oublier. Donc CTRL SHIFT plus A. Vous pouvez retrouver les raccourcis donc dans commande, voir et reconfigurer, et dans sélection d'unité. Alors vous aurez moins de panels que moi, mais vous aurez les premiers qui sont pareils. Et donc CTRL Maj plus A qui est là, pour sélectionner tous les unités. Utilisez-le vraiment qu'au début, c'est le seul moment où ça sert pour rassembler un peu vos péons et voir un peu la map. Donc je vais vous montrer toute la map en entière. Tac tac tac. Voilà. Donc une map, comment ça se présente en FFA comme ça, en nomade et en aléatoire. Vous avez plein de ressources éparpillées un peu partout. Voilà. Et c'est à vous de trouver un endroit qui correspondrait pour poser votre forum. Généralement, ce que vous allez vouloir, c'est avoir une source d'or pas très loin, une source de nourriture pas très loin. Donc qu'est-ce qu'on a comme source de nourriture déjà? On a les baies. C'est une source qui est un peu facile. Elle rapporte pas beaucoup de nourriture. Vous voyez, c'est 250 par baie. Elles sont un peu lentes à récolter. Ça reste une ressource de nourriture qui est existante et qui est intéressante à prendre. Si vous en avez à côté de l'or, n'hésitez pas à la prendre. Vous avez ensuite les cerfs, qu'on a juste là. Donc un cerf, c'est un peu plus de nourriture. C'est 350 par cerf. Et surtout, c'est la meilleure façon de récolter de la nourriture dans le jeu. C'est ce qu'il y a le plus vite. Donc si vous avez des cerfs à côté de l'or, allez-y. Si on essaie de voir un petit peu un exemple sur la map, bah là par exemple vous avez des cerfs, de l'or, bah, un forum par là, c'est incroyable. Vous pouvez essayer d'y aller d'ailleurs le temps que les IA se mettent, le temps de faire le tour. Dans l'idée, il faut essayer d'avoir posé son forum quand même relativement facilement. Rapidement, pardon. Plus vous prenez de temps à poser votre forum, plus les adversaires vont avoir de l'avance sur vous, vont se développer et ce genre de choses. Donc ça fait attention. Là par exemple, si je veux passer et qu'il y a déjà un forum, je vais me faire taper. Attention, je ne sais pas si c'est une bonne idée de passer par là. Donc là, mais vraiment, tantôt il y a des forêts, tantôt il y a des montagnes, et d'un coup à l'autre ça va être complètement différent. Donc sur les autres sources de nourriture, on a les sangliers. Chaque fois vous pouvez voir sur la minimap, il y a un timer à ne pas dépasser pour placer son forum si on ne trouve pas de bon spot. En général, je dis qu'il ne faut pas le placer après 2 minutes de jeu. Ça devient un peu galère après 2 minutes de jeu. Si au bout d'une minute, 1 minute 30, vous n'avez pas trouvé de spot, bah mettez-vous à côté un truc d'or, à côté un truc de bouffe et avisez. Le seul truc qui peut être intéressant, c'est genre si vous avez vu vraiment genre 4-5 personnes dans un coin et que vous dites bah, j'ai vraiment à l'opposé, là prenez un peu plus de temps, c'est pas dérangeant. Si vous avez une game vraiment tranquille, vous savez que vous allez pouvoir être tranquille, quoi, tout simplement. Donc minimap, vous avez les baies, c'est le petit truc vert. Vous avez les cerfs avec un petit symbole de cerf. Et on a les sangliers avec un petit symbole de sanglier. Les sangliers, c'est pas un bon conseil de vous dire posez-vous à côté d'un sanglier. C'est une unité qui fait très mal au début. Et vous êtes obligé de bouger un peu vos unités. Avec 5 péons, vous allez en avoir 2 qui vont mourir. Vous êtes obligé d'un peu bouger les péons. Si vous voulez vraiment être safe sur un sanglier, il faut 8 péons qui vont dessus. Et normalement, vous n'en perdrez pas. À peu près. Les sangliers, ça rapporte beaucoup de bouffe. 2400, c'est beaucoup de bouffe sur une unité. Mais un peu dangereux au début. Donc ensuite, on a les moutons. Les moutons, c'est... En termes de rentabilité, on va voir donc les cerfs en premier et les sangliers qui sont à peu près à égalité. On va voir les baies tout en dessous et les moutons et les fermes au milieu. Donc, au début, vous n'avez pas le bois pour créer des fermes. Et les moutons, vous n'en avez pas au début. Ils vont être un peu éparpillés partout sur la map. Ils vont être à personne. On va en trouver. Là, par exemple, hop, il y a un mouton, voilà. Je vais créer mon forum comme ça pour pouvoir un petit peu s'inquiéter des forums, des péons, enfin des moutons. Donc, les forums, ils vont toujours se retrouver ici. C'est un bâtiment d'âge 2, mais qui, exceptionnellement, dans ce mode de jeu, vous pouvez le retrouver à l'âge 1. Voilà.
Pour capturer des moutons, il y a deux solutions. Normalement, quand vous jouez une game normale qui n'est pas en nomade, vous commencez avec un éclaireur. Je me permets juste, montre-leur que tu peux cancel la construction si jamais vraiment ils sont dans la merde. Ouais. Bon, je vous montrerai peut-être un peu après, mais... Donc là, juste pour que ça va un peu plus vite, j'ai fait un code de triche où tout ça va être activé automatiquement. Comme ça, on n'a pas les temps de sortie, etc. Normalement, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, un éclaireur. C'est normalement la première unité que vous allez sortir de votre bâtiment une fois qu'il finit votre forum. Dès que votre forum est fini, vraiment sortez un éclaireur et après envoyez des villageois. Votre éclaireur, il va pouvoir, si j'enlève mon code de triche, voilà, il va avoir une bonne ligne de vision. Il va pouvoir d'explorer un peu là tranquillement et d'aller capturer les moutons. Et si vous approchez d'un mouton, le mouton vient. Je fais plein de clics droits pour déplacer mon unité. Et je peux aussi faire des shifts plus clic droit pour en enchaîner plusieurs. Ça permet de lancer même sur la minimap. Si j'en lance, il va suivre tranquillement son parcours et il va faire son petit bout de chemin. Donc pour la bouffe, votre éclaireur, vous pouvez le ramener une fois qu'il y a des moutons, tac tac tac, à votre forum. Vous voyez qu'il y a un petit bâton de berger. Vous cliquez dessus, il va revenir avec ses moutons et les moutons vont se mettre sous votre forum. Voilà. Donc ce ne sera pas votre source de bouffe principale au début de partie. Il va falloir autre chose, le temps que votre éclaireur fasse son petit bout de chemin et ramène des moutons. Donc soit vous avez la chance et vous avez un forum qui est près d'une source de nourriture, sinon un moulin près d'une source de nourriture, et ça récoltera. Ensuite on a le bois, tout bêtement. On peut avoir plus ou moins de bois sur la map. C'est une ressource qui est plus ou moins importante. C'est-à-dire que c'est la deuxième ressource qui est relativement abondante sur la map. Elle sert à faire des bâtiments, elle sert en partie à créer des unités, surtout des bâtiments, et à faire des améliorations. Vous voyez que si je regarde tous mes bâtiments, ça coûte du bois, ça coûte du bois, ça coûte du bois, ça coûte du bois. Donc vous en avez besoin un petit peu à côté, plus ou moins selon certaines situations. Et généralement, on a un peu de péons un peu tout le temps sur le bois, à part au très début de partie. Ensuite, on va voir tout ce qui va être or. Donc on a deux sortes de filons d'or. On a des filons d'or à 4000, que vous avez ici. Donc en petit sur la map, petit truc jaune tout simplement. Et on a des plus gros filons d'or à 8000. Donc beaucoup plus gros, il y a le double de ressources. De la même façon, on va avoir la pierre, des petits filons de pierre et des très gros filons de pierre. Donc c'est un peu moins abondant, ça sert à moins de choses la pierre, c'est pour des bâtiments un peu spécifiques ou des upgrades très spécifiques. L'or, ça va être tout ce qui est upgrade, donc améliorer ses récoltes, améliorer ses unités et faire des unités un peu plus efficaces. Dans l'idée. Sur la map, vous allez retrouver plusieurs points d'intérêt. De cette façon-là, c'est les petits points, les petites cabanes blanches qu'on retrouve sur la map. Vous en avez de plein de sortes. Certaines qui sont très inutiles, les renins égarés par exemple. Vous pouvez recruter, une fois que vous avez capturé un point, vous pouvez par exemple pour celui-là recruter des unités avec. Pour capturer un point, il vous suffit d'avoir une unité à vous qui est à côté. Que ce soit un roi, un éclaireur ou de l'armée plus tard. Tac, tac, tac. Ça va vous faire, vous voyez, il y a un petit cercle autour. Il va se remplir doucement. Et une fois qu'il va être à fond, il va être à vous. N'importe qui peut venir le contester. S'il vient mettre une unité dessus, vous empêchez de le prendre si vous ne l'avez pas encore. Hop. Donc je mets mon unité à côté. Vous voyez qu'il y a un petit cercle. Tant que je suis dedans, ça va capturer. Pas besoin d'être complètement collé. Donc plus vous avez une unité, plus le cercle va se remplir rapidement. Si imaginons j'avais voilà, mon roi et un peu plus d'éclaireurs, le cercle va se remplir plus vite. Donc pour faire le tour des points d'intérêt, il y en aura sûrement deux nouveaux qui arriveront avec la prochaine mise à jour qui arrive semaine prochaine normalement. Donc vous aurez l'occasion de les voir. Et actuellement on en a je crois 4 ou 5. Donc on a les renins. Si vous le voyez, vous embêtez pas à le capturer, ça vous embrouille. Enfin ça sert globalement à rien. On l'oublie. On a les postes avancés. Les postes avancés, ça va être une zone qui, quand vous la capturez, ça va vous donner de la vision un peu autour. C'est pas incroyable, ça peut vous servir. Si votre éclaireur fait rien, entre guillemets, vaut mieux prendre ça que rien du tout. On va avoir, tac tac tac, que j'en trouve, les camps de loups. Je cherche un petit camp de loup. On a un camp de loup, ici. À chaque fois que vous avez quelque chose sur la map, soit unité, point d'intérêt,
même ressources au final. Vous pouvez placer votre souris dessus et vous aurez les informations dessus si vous les oubliez. N'hésitez pas, si vous avez un doute, même unité, je clique dessus, je vois ce que c'est, je vois ce qu'il a fait, c'est écrit. Vous avez toutes les infos. Même si vous passez ici, vous avez toutes les stats détaillées des unités. N'hésitez pas à aller un peu explorer quand vous jouez, quand vous êtes tout seul, sur les adversaires. Ça peut vraiment vous aider. Donc tanière de loup. Ça peut être un peu effrayant au début de partie. À partir de 4 minutes, ça sort des loups, les loups vous attaquent. Et si vous tuez la tanière de loup, pas les loups autour, ça vous donne 150 gold. C'est écrit ici, pas de problème. La vision de l'éclaireur n'est pas permanente, quel est l'intérêt d'avoir le poste avancé si l'éclaireur est passé par là. En gros, là j'ai une full vision complète. Si j'enlève mon petit trait de triche, les deux du coup j'ai. Vous voyez que ma vision, elle est très réduite. Si mon éclaireur il passe, ça va explorer la zone, comme vous voyez là. Et si je m'en vais de la zone, ça va laisser un semi-brouillard. C'est-à-dire que j'ai vu la zone, mais s'il se passe des choses dedans, je ne suis pas au courant. Imaginons si une unité ennemie passe ici, je ne le saurai pas. Si par contre l'unité passe dans une zone où je suis, je la verrai. Un poste avancé, ça va vous donner une même vision qu'un éclaireur. Donc immobile, mais si quelque chose passe dedans, vous le verrez sur votre minimap. C'est la différence. On peut essayer, hein, ça va être plus simple. Tac, tac, tac. C'est ça, c'est une ward de League of Legends dans l'idée. Ça vous donnera une vision un peu comme ça, mais en permanence sans que votre éclaireur soit là. Voilà. Donc on a fait les camps de loups. On a les plus importants, que si vous en avez, vous devez absolument capturer. C'est les camps marchands. Les camps marchands, à quoi ça sert? Quand vous le capturez, toutes les minutes, hop, vous avez là le petit timer, vous avez 15 de bois, 15 de nourriture et 15 de pièces d'or toutes les 60 secondes. Donc toutes les minutes, un peu de ressources s'accumulent. C'est à peu près l'équivalent d'un péon, c'est pas négligeable. Ça peut vraiment faire la différence, surtout qu'on peut avoir des cas où vous en avez 3, 4, 5, même 8 des fois qui sont autour de votre base. Ça peut vraiment arriver. C'est vraiment un gros boost économique, surtout en début de partie où vous n'avez pas beaucoup de péons. C'est vraiment très intéressant. Il y a plus, vite. Voilà. On met les codes de triche pour voir la map. Voilà. Si jamais ça vaut, enfin, ce genre de camp, ça vaut le coup plus de les capturer avec ton roi ou l'éclaireur. En tout début de partie, votre roi, il peut un peu sortir. Je vous rappelle, si votre roi meurt, si quelque chose tue votre roi, vous avez perdu la partie, complètement. Si vous tuez un roi adverse, vous l'éliminez et vous augmentez votre population max de 50 unités. On verra ça plus tard. Un peu plus tard. Donc votre roi, tant qu'il est safe, ça peut être fine de aller faire un petit peu le tour autour de chez vous, éclairer, surtout qu'au tout début, quand vous construisez votre forum, vous n'avez pas d'éclaireur encore. Donc au tout début, quand vous faites votre forum, ah bah je prends mon roi, je me balade autour, j'explore un peu ce qu'il y a autour, en faisant attention qu'il n'y ait pas un forum qui vous tire dessus ou ce genre de choses, c'est fine. C'est même très utile. Il peut, par exemple celui-là, si j'avais joué normalement et que je m'étais placé là, j'aurais été le capturer avec mon roi. Parce qu'il est à côté, je sais que mon roi est tranquille, pas de problème. Votre roi a une régénération passive de vie, qui est assez élevée, fait que si un éclaireur vous tape, vraiment un éclaireur ne tuera jamais votre roi. C'est impossible. Il régène plus d'HP que ce que vous lui ferez de dégâts. Votre éclaireur, au tout début, il va vous servir à aller chercher des moutons, à explorer un peu la map, à voir s'il y a des ennemis à côté. Une fois que vous avez ramené vos moutons, n'hésitez pas à les capturer avec votre éclaireur. Des lieux qui sont un peu plus éloignés, un peu plus potentiellement dangereux. Par exemple, imaginons là j'aurais un camp intéressant. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui peut y aller, ou même s'il y a des gens, mon éclaireur est loin, je peux aller le chercher par exemple. Il n'y a pas de problème. Par contre, le roi serait plus dangereux. Votre roi, une fois que vous voyez qu'il y a des gens qui commencent à passer H2 en IM, rentrez-le. Voilà, un clic droit sur votre forum, ça le rentre. On appuie sur F, on le rentre. Je vous rappelle que si vous le perdez, vous êtes mort. Donc, la base du jeu, globalement, le truc le plus important, ça va être ces petits villageois que vous avez là. Les villageois, ils vont récolter des ressources pour vous. Ça va vous permettre de créer des bâtiments, de passer d'âge, de créer des unités, de faire la guerre, tout genre de choses. Si on commence un petit peu par les menus de construction, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent faire des maisons. Une maison, ça augmente votre population maximum de 10. Vous voyez que là, je suis à 8 sur 10. J'ai construit mon forum, normal, je suis à 10. Si je construis une maison, je vais passer à 20. C'est simple que ça. Ça prend un peu de temps de construction. Plus il y a de péons sur un bâtiment, plus ça va être rapide.
Là, je prends un péon, ça me dit 15 secondes à bâtir. 50 de bois, 15 secondes. Si je mets plus de péons, ça va être beaucoup plus rapide. Vous pouvez zoomer, dézoomer, hein, vous inquiétez pas. Hop. On va voir tout ce qui va être moulin pour récupérer de la bouffe, simplement, de la nourriture. Donc vous en faites à côté des baies, vous en faites à côté des cerfs, comme vous voulez. Même le principe, c'est que plus vous récoltez près de quelque chose, et moins il y aura d'aller-retour. Par exemple, je pourrais récolter là les baies, me dire, bah voilà, mes péons, ils vont récolter les baies. Par contre, si ils n'ont pas de moulin à côté, bah, ils vont revenir jusqu'à mon forum pour les rapporter. Il y a un gros temps de trajet, c'est pas optimal pour récolter des ressources. Je préférais avoir un bâtiment à côté pour qu'ils les déposent. Ensuite, on a donc le camp de bûcheron, dans l'ordre. Donc de la même façon qu'un moulin sert à ramener de la nourriture, bah, un camp de bûcheron, ça vous permet de ramener du bois, tout simplement, il n'y a pas de mystère à ça. Voilà. Toute construction que vous avez commencé, si elle est comme ça, pas encore finie, vous pouvez l'annuler. Ça marche pour les forums, ça marche pour les bâtiments d'âge, ça marche pour toutes les constructions, et ça vous rembourse ce que vous avez utilisé pour la construire, enfin, ce que vous avez demandé. Par exemple, si je fais ça avec 50 de bois, et que je l'annule, hop, bah, mon bois est redonné. C'est 25, c'est pas 50, mais vous voyez des. Si je fais ça avec 150, j'arrive à 30, j'annule, on va à 180. Ça marche donc du coup pour un bâtiment d'âge. S'il y a des ennemis qui viennent vous attaquer et que vous avez commencé votre bâtiment d'âge, vous pouvez l'annuler. Si vous le faites détruire, par contre, ça ne vous est pas remboursé. Faites attention à ça. Ouais. À côté de tout ce qui est minerai, on va voir donc du coup plutôt des camps de mineurs à côté. Si, dans un cas comme ça là, le filon est proche de votre forum, vous n'avez pas besoin de faire un camp, le trajet n'est pas très grand. Imaginez s'il y a plus de 2 de distance, par exemple, 2 camps de mineurs, en faites pas. Voilà. On va retrouver sur le code d'Autriche. Plus vous avez de péons, plus vous allez récolter de ressources. Ce qui veut dire que le nerf de la guerre sur un Age of Empires, c'est créer des péons tout le temps. J'ai mis mon code, j'aurais pas dû le mettre. Chaque péon coûte 50 de nourriture. Là, ça change pas, à part certaines civilisations qui ont des bonus particuliers. Dire que votre première chose à vous intéresser, c'est créer des péons tout le temps. On a activé la file d'attente tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous créez des péons, votre file d'attente est écrite ici. Vous voyez, là, j'ai 6 péons en cours, donc je sais que je crée des péons. Si j'ai plus de péons en cours, il n'y a plus rien, et je ne crée plus de péons. Essayez au maximum d'avoir des péons qui se construisent tout le temps. Plus vous êtes péons, plus vous avez de ressources. Je ne répéterai jamais assez. La première chose, c'est le passage d'âge. Donc pour les autres bâtiments, pas très compliqué. On a la ferme, ça demande du bois et ça crée une source de nourriture infinie. Toutes les zones de ressources s'épuisent. Des baies, une fois que vous avez fini, elles ne repoussent pas. Des cerfs, une fois que vous avez mangé, entre guillemets, ils ne respawnent pas non plus. La ferme, c'est le seul bâtiment où, quand vous le posez, on vous dira « Ah, c'est infini ». Vous voyez, nourriture infinie ici. Ça coûte du bois. En début de partie, vous voulez éviter d'en faire parce que ça coûte des ressources. Vous n'avez pas de ressources illimitées. Donc il faut optimiser au mieux ces ressources. On a la caserne. Âge 1, vous en faites très rarement jamais. Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire à l'âge 1. Vous ne trouvez pas grand chose avec des casernes et des petites unités militaires d'âge 1. Le port, il n'y a pas d'eau, donc pas de port à faire. Et ensuite, on a des petits postes avancés et des petites palissades. Donc c'est tout simple, vous cliquez dessus, vous pouvez faire des murs. Voilà. Et ça vous fait des murs qui vont construire pour vous protéger. Ça reste des palissades en bois qui peuvent être facilement tapées. À partir de l'âge 2-3, ça tombe assez vite. Donc c'est si vous n'êtes pas confiant, faites-en. Si vous êtes plus ou moins confiant, attendez de voir comment se passe la partie. Si vraiment vous avez besoin de vous protéger d'un ennemi, voilà. Les tours sont un peu plus intéressantes parce que vous pouvez rentrer des péons dedans. Pour l'expérience, on va passer un petit peu plus vite. Voilà. Les tours vont pouvoir tirer également s'il y a des ennemis qui rentrent dedans. Par contre, il faut qu'il y ait des péons dedans ou des unités. Hop, je fais un clic droit pour qu'ils rentrent, pour tirer. Vous avez des améliorations. On verra ça un peu plus tard du coup. Que vous pouvez faire dessus pour qu'elle tire un peu plus, fasse un peu plus de dégâts et ce genre de choses. À vous d'expérimenter aussi pour découvrir, à passer votre souris dessus pour regarder qu'est-ce que ça fait. N'hésitez pas à découvrir, vous mettez dans une partie tout seul et vous voyez. Hop. Quand vous avez des unités dans une tour, j'appuie sur F pour enlever toutes les unités. S'il y a des péons dedans, je peux appuyer sur D pour les renvoyer au travail. Si par exemple, si j'ai rentré alors qu'il était à l'or, j'appuie sur D, il va retourner à l'or. Voilà. Je m'excuse. Vas-y. Si il y a plus il y a de gens, plus elle tire vite ou ça change rien?
Alors, chaque unité dedans fait une flèche qui attire en plus. Ok, merci. De la même façon, dans votre forum, vous pouvez rentrer les unités dans le forum. Ça tombe bien, du coup, t'enchaînes sur ce que je voulais, c'est parfait. Chaque unité dans votre forum va tirer une flèche de plus. C'est-à-dire que, imaginons si j'ai un ennemi qui passe à côté, et que mes péons sont à côté, bah là, il va tirer une flèche plus une flèche parce que j'ai mon roi. Si je rentre plein d'unités, elle va tirer de plus en plus de flèches. Tout bêtement. Et enfin, on a le passage d'âge. Donc le passage d'âge, ça vous déverrouille de nouvelles unités, de nouveaux bâtiments et des améliorations, tout bêtement. Le passage d'âge, vous le retrouverez juste là. Donc en raccourci T. Il y a une civilisation où vous le retrouvez sur le forum et une où vous le retrouvez sur le bâtiment. À vous de voir avec les civilisations, pardon. Un peu particulier. Bâtiment d'âge, vous aurez toujours 2 choix ou 3 extrêmement certaines. Sincèrement, il y a des métas sur les civilisations. Vous faites très souvent toujours le même. Par exemple, français, je vais 90% faire une école de cavalerie parce que c'est une écurie qui permet de faire des unités militaires plus rapidement. Il y a un boost. Voilà. Ça prend toujours un peu de temps à faire. Plus vous mettez de péons, plus c'est rapide. Plus vous êtes pressé de passer d'âge, plus vous mettez de péons. En général, sur un âge 2, on met entre 3 et 5 péons. Très souvent, rarement plus. Tout passage d'âge coûte de la nourriture et de l'or. Plus vous avancez dans les âges, plus ça vous demandera de la nourriture et de l'or, simplement. Vous voyez que là, le premier c'était 400 et 200. Là, c'est passé à 1200, 600. Et le dernier, c'est 2400, 1200. Vous le verrez en jeu, pas de soucis là-dessus. Tous les bâtiments que j'ai, évidemment, tac. Ces phases sont déjà construites avec la montée d'âge, avec la meilleure tout seul. Non, il n'y a pas d'amélioration pour les palissades. En gros, elles restent comme elles sont. Si je construis une palissade et que je monte d'âge, ça restera une palissade en bois, les HP bougent pas. C'est pour ça que je dis, plus on monte d'âge et plus une palissade en bois, ça se détruit facilement. Elles ont 1250 HP. Si c'est 2 cavaleries qui viennent l'attaquer, ça va. Si c'est 40, elles tombent instantanément quasiment. Donc à l'âge 3, pour une question évidemment évidente, je me rappelle de mon code. Je me rappelle plus, excusez-moi. Tac, tac, tac. Je me rappelle plus du code, génial. Pour avoir plein de ressources. Je vous donnerai après en lien les... Est-ce qu'il vaut mieux attendre les âges ou les passer directement? Alors, il va y avoir 2 plans de jeu là-dessus. C'est pas si bien écrit. Je sais plus écrire. Et si on veut passer l'âge directement ou pas? Sur l'âge C'est de la... Smorgas, Bor. C'est quoi? Smorgas, Bor. BORD. Ah putain. Merci, incroyable, merci. Pardon. Et ouais, je me fais coacher aussi en fait finalement. Les passages d'âge, globalement, de l'âge 1 à l'âge 2, vous allez le voir le plus rapidement possible. Ce qui fait que très souvent, si vous commencez le jeu et que vous lancez une game, ce que vous allez faire, c'est vos 5 premiers péons font votre forum, et ensuite vous les envoyez à la nourriture. Les 2 d'après qui sortent, si vous les notez, ils vont généralement à l'or, ils font une maison au passage, tac, tac, et après tout à la nourriture. À vraiment avoir un rush jusqu'à l'âge 2. Une fois que vous êtes âge 2, ça dépend de votre plan de jeu. Soit vous allez par exemple vouloir faire un deuxième forum et passer un peu plus de temps à l'âge 2, soit vous allez vouloir faire un rush H3 pour quelque chose de particulier, genre jouer des reliques, soit vous allez vouloir agresser H2, ce que je vous déconseille dans un FFA dans ce style-là. On va plutôt jouer très économique pour ne pas se faire devancer par une autre personne qui serait à l'autre bout de la map. Tac. Donc sur tous les bâtiments qu'on a, on a donc en rouge les bâtiments qui servent de production, les casernes, les camps de tir à l'arc, les écuries, et en vert les bâtiments plus utilitaires d'amélioration. Et en blanc, vous allez retrouver le marché, le forum et les murs. Le marché, c'est un peu un 4 derniers recours pour acheter et vendre de la nourriture, des ressources, faire des échanges. Plus vous le faites et moins c'est rentable. C'est un plan de panique. On va dire. Le forum, ça va vous permettre, comme je vous l'ai dit, plus vous êtes péon, plus c'est intéressant. Plus vous êtes forum, plus vous allez pouvoir créer de péons. En général, on en fait entre 2 et 3 dans une game. Selon les situations. Plus c'est vraiment trop greedy et ça ne sert à rien. La forge est un bâtiment d'amélioration. Toujours très intéressant, ça upgrade toutes vos unités.
corps à corps ici, attaque, défense, distance, attaque, défense de la même façon. C'est un +1 d'attaque aux flèches, un +1 de résistance aux flèches, +1 attaque au corps à corps, +1 de défense au corps à corps. C'est-à-dire que si vous faites des archers, +1 de défense au corps à corps, si vous faites attaquer au corps à corps, ça va compter. Si vous faites des unités qui ne tapent pas à distance, mais qui se font taper à distance, ça va marcher aussi. Hop. Et ensuite sur vos unités, on va retrouver 3 grandes familles d'unités. Les infanteries corps à corps, les archeries, donc infanterie de distance, et tout ce qui va être cavalerie. Tac, tac. Ce qui nous fait un petit triangle d'unités. Très généralement, l'infanterie bat la cavalerie bat les archeries battent l'infanterie. Attaquer. Et je me fais attaquer, je vais rentrer mes péons, mon fort va tirer. C'est un bon moyen de le voir. Hop. Tac tac tac, ça tire des flèches. Simplement. Hop. Donc ce triangle est vrai à peu près tout le temps. On est sur des unités qui ne valent pas d'or. Donc vous voyez ce qu'on appelle des unités légères. Donc là on est à 100 et 20. 30 de bouffe, 50 de bois. 60 de bouffe, 20 de bois. Si vous voulez regarder un peu plus pourquoi ça compte, tout simplement, c'est écrit déjà en premier temps. Et ensuite elles ont généralement des boosts. Vous voyez, attaque. Dans attaque, il y a 17 contre la cavalerie, +3 contre l'éléphant, +20 contre l'infanterie, etc. Sur ici, ça va être de la même façon. +5 contre infanterie légère à distance. C'est ce qui fait tous les contre et les non contre. Chaque situation a généralement une unité en plus à l'âge 2. C'est ce qui définit un peu les identités des situations. Fait que par exemple, pour les Français, on va retrouver une première unité lourde. Quand on dit lourde, c'est avec une plus grosse armure, plus tanky, qui valent de l'or. Donc ici, on va voir les knights, les chevaliers. Voilà. Il y a d'autres civilisations qui auront les knights aussi à l'âge 2. Mais vraiment, chaque civilisation a une unité lourde à l'âge 2. On va passer H3 exprès pour voir les autres unités un petit peu. Pour l'âge 3, sur français, on aura généralement le hall de guild, qui va être un stock de ressources. Je vous inviterai à chaque fois, à la fin, du coup, je vous mettrai un lien vers un site de build order. N'hésitez pas, il y a les vidéos de Jando, il y a les vidéos de Bistic, qui peuvent vous aider si vous voulez un petit peu regarder de gameplay de civilisation. Ça peut vous aider vraiment. Donc à l'âge 3, on va retrouver 2 autres unités en plus. Qui vont être donc les man at arms, les hommes d'armes, donc des gros chevaliers avec une grosse armure, les arbalétriers, donc ça va être un peu des archers plus puissants qui vont être forts contre tout ce qui est lourd, et les cavaliers. On aura moins quelque chose de l'infanterie est forte contre la cavalerie, etc. là-dedans. Ça va être tout ce qui est knight, ça va être très fort contre tout, globalement. Les hommes d'armes, ça va être très tanky, mais un peu moins fort contre la cavalerie. Et les arbalétriers vont surtout taper tout ce qui est lourd. Donc dites-vous, les grosses unités en armure, elles sont plus résistantes. Et généralement, il faut des arbalétriers pour les taper. La question sur les man at arms, en ce moment, ça sert contre quoi? Elle raconte pas grand-chose. C'est ça le problème. Après, il y a une mise à jour qui arrive bientôt qui va up les man at arms. Le seul intérêt des man at arms, c'est que c'est très résistant. Ça peut faire office de front lane. Ça tank, dans l'idée. C'est surtout un gros tank. Voilà. C'est un peu moins bien que les knights. Sur certaines civilisations, ils vont être intéressants. Voilà. C'est pas l'unité la plus utile. La faites pas trop, quoi, dans l'idée. Sauf si vous avez vraiment une civilisation qui joue autour et que vous le savez. A chaque fois que vous passez d'âge, sur la forge, vous voyez des nouveaux paliers, on va dire. Vous voyez qu'il y a 3 petits traits. Un premier qui veut dire là où vous en êtes. Je clique, deuxième apparaît, etc. Donc ça permet de vous savoir où vous en êtes sur les améliorations. Pareil sur les unités. Vous voyez que là je suis à 2 petits traits, ça veut dire que je suis à 2 sur 4. Si je l'améliore avec le 3, toutes les améliorations vont être en dessous de l'unité en question. J'ai mon archer, l'amélioration de l'archer va être ici. Le dernier tout en bas, ça correspond aux unités, enfin aux technologies spécifiques à votre civilisation. Vous voyez, il y a écrit unique français. N'hésitez pas à chaque fois à aller checker un coup, mettre une petite souris, voir ce que ça fait. Pour savoir qu'est-ce que ça fait. Genre là par exemple, c'est uniquement sur les arbalétriers. Et celui-là également, alors qu'il est en dessous des archers. Mais la dernière ligne, comme je le dis, c'est uniquement les technologies uniques. Au moment d'archer, si je veux passer H3, je dois cliquer sur celui en dessous. Hop. Et visuellement, il change. Si je le refais avec ma cavalerie, ça c'est une petite cavalerie d'H2. Si je la page H3, hop, ça devient un peu plus tanky, un peu plus joli, etc. Donc ça peut vous donner des points de repère quand vous voulez. Mon knight, pareil, j'ai débloqué H2, donc si je veux passer H3, je vais cliquer sur la blade H3. Et pareil, il change visuellement. Oui. J'ai une question.
Vas-y. Quand tu up la technologie de tes Ok. troupes, ça augmente toutes celles sur le terrain ou c'est parce que t'as mis un code de triche là? Alors ça augmente toutes celles que j'ai sur le terrain. Si j'ai, Ok. par exemple, si Et j'ai plein de instantané. piquets, Ouais. hop, et que je fais mon upgrade du piqué, ça a tous les upgrades. Et t'as pas besoin de coût en plus, enfin y a pas un Non, coût par c'est rapport vraiment aux le unités, coût de- c'est tout le temps pareil. C'est toujours la même, la technologie vaut toujours la même chose. Mon code de triche fait juste que ça passe instantanément. Vraiment, il y a un petit Ok, temps ok. pour se faire. Mais pour Ouais, éviter ok. que vous regardiez 20 secondes d'amélioration, c'est plus intéressant de le faire comme ça. Ok. Ok, non mais je comprends, merci. Donc quand je vous ai dit que c'est important de créer des péons, créer de l'armée est important aussi. Si là par exemple, bon, à l'âge 2 c'est un peu moins intéressant parce que vous pouvez vous défendre avec vos forums, avec vos tours, ça fait moins mal. Plus vos unités vont monter en âge, plus elles vont être résistantes. C'est-à-dire que si un knight tout seul vient attaquer un forum, il gagnera pas. Par contre si je commence à avoir, imaginons, une bonne tripotée de 20-40 knights qui attaquent mon forum ne tankera jamais. C'est pour ça qu'on a une stratégie dans le jeu, surtout dans FF Nomade, qui est très axée cavalerie. Ça marche aussi avec de l'infanterie, mais ils vont moins vite. Et forcément, la cavalerie se déplace plus vite, ils sont sur des chevaux. L'infanterie est à pied, elle va plus lentement. Vous allez viser des bâtiments où sont les rois pour les détruire et tuer votre roi. Le roi, comme je vous l'ai dit au tout début, il a deux particularités. Il a deux petits spells. Le premier, c'est courir, pour essayer de fuir, tout simplement. Hein. Si une cavalerie vous course, votre roi mourra quand même. Hein. Ça peut toujours servir pour des raisons, cacher votre roi, essayer des stratégies bizarres. Et un deuxième spell que vous avez à l'âge 3, qui va révéler tous les autres rois de la map. Donc je clique, donc là j'ai le code de triche, donc il n'y a pas le brouillard de guerre, mais imaginez que vous ne voyez pas ce qu'il y a autour, et juste vous voyez le bâtiment. Je vais le faire, hein, de toute façon ça va être plus simple. J'ai une question pour ça, c'est des compétences gratuites ou il faut utiliser des ressources? Elle est gratuite. Les compétences d'unité sont toujours gratuites. Vous voyez, c'est juste un temps qui revient. Hop. Et donc c'est littéralement, normalement je vois le forum ici où il y a le roi, et vous pouvez me cliquer dessus. Donc on va attendre les 50 secondes, je reviendrai un peu plus tard. Hop. Une fois que vous avez utilisé votre compétence, vous va de rentrer votre roi, sinon si on fait votre roi, vous perdez avec partie, évidemment. Hop. Tac tac tac. Pour tout ce qui est upgrade, etc., je vous laisserai aller lire de votre côté. Il y en a qui sont intéressantes, il y en a qui sont pas intéressantes. Posez-moi la question si vous voulez, tout simplement. Hein, si vous avez des questions après sur des situations, etc., sur des trucs un peu plus particuliers, ça peut être intéressant de le savoir. Hop. Sur l'âge 3, on a 3 bâtiments. Donc le monastère, qui permet de faire des moines, la tuile de siège et le château. Le château, c'est un gros bâtiment défensif. Ah. Qui va tirer des flèches, vous défendre. C'est généralement un outil de dissuasion qui permet de protéger un peu votre roi ou ce genre de choses. On a le monastère, on va faire des moines. J'ai plus de place dans les maisons. Si vous n'avez plus de place dans les maisons, en population, refaites des maisons pour l'augmenter. Le maximum ça va jusqu'à 200 comme je vous l'ai dit, sauf si vous tuez des rois. Les moines ils vont avoir plusieurs rôles, donc ils peuvent soigner vos unités si elles ont perdu de HP, simplement. Hop. Si vous les mettez à côté, elles vont le faire automatiquement. Elles peuvent capturer des lieux sacrés. On va remettre la vision. Tac, tac. Tac. Donc, capturer des lieux sacrés. C'est le lieu un peu spécifique que je ne vous ai pas montré. Le capturer vous permet de deux choses. Une condition de victoire si vous les avez tous. Et récolter de l'or automatiquement toutes les minutes. C'est 100 d'or par minute. C'est pas négligeable. Pensez par contre que si vous capturez tous les lieux sacrés de la map, il est possible que toutes les personnes en vie de la map viennent vous attaquer. Voilà. Et enfin, il peut chercher des reliques. Les petits points jaunes que vous avez ici, des reliques. Il peut la prendre, un clic droit dessus, vous la ramenez jusqu'à votre monastère et vous la rentrez dans le monastère. Par exemple, je clique sur la relique. Je reviens ici. Excuse-moi. Oui. Quand on capture tous les lieux sacrés, il y a un message qui se met ou pas? En haut à gauche, là vous voyez qu'il y a 3 lieux sacrés. Si les 3 sont contrôlés, ça met un petit message normalement sur le milieu de la partie en disant attention, un joueur a capturé tous les lieux sacrés. Et vous voyez ici qu'ils sont tous capturés. Après, vous l'aurez l'occasion sûrement de le tester en game, etc. Vous voyez qu'on arrive bientôt à la fin de l'heure et qu'il y a encore plein de choses à dire et que c'est compliqué. Tout ce qui est atelier de siège, vous avez plusieurs unités. Je vais vous déconseiller de faire les espingales. C'est des unités qui tapent un peu en zone mais qui sont pas très fortes et qui demandent plus de micro. Les mangonos, ça va être des catapultes. Voilà, tout bêtement. Je vais vous en sortir une. C'est bien contre tout ce qui est infanterie et archer pour taper un peu en zone. Vous commencez à avoir beaucoup de cavalerie. L'unité va être vraiment beaucoup moins forte parce qu'elle va vite se faire focus
et mourir. Le plus important que vous aurez, c'est le trébuchet. C'est un gros bâtiment de siège, à contre-poids simplement, qui va tirer de loin pour taper les bâtiments. Si vous êtes bloqué par des murs de pierre, si vous voulez trouver des châteaux, c'est très intéressant de faire les trébuchets. Les reliques servent à quoi? Pardon, c'est vrai que je l'ai pas dit. Les reliques, elles vous donnent de l'or toutes les minutes. Quand vous la rapportez dans votre monastère. Une relique, c'est une soixantaine d'or par minute. Et c'est 3 maximum par monastère. Voilà. Donc plus vous avez de reliques sur la map, par exemple, il peut y avoir 6 reliques sur la map autour de vous. Vous rapportez les 6. Vous faites un deuxième monastère, vous rapportez plein de reliques. Vous faites plein d'or par minute. Je pense que l'or est assez épuisable très facilement sur la map. Ça peut être une bonne façon d'avoir de l'or. Ça vous arrivera très souvent d'être en manque d'or. Voilà. Et enfin, pour l'H4, on arrive un petit peu au bout. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, je réponds en même temps, comme je peux. Voilà, donc vous voyez, un moine qui rapporte une relique. Il est un peu plus lent. Chaque bâtiment peut être construit à l'infini. Oui, sauf les bâtiments Tu devrais d'âge. peut-être expliquer la compétence du moine avec la relique Ouais, avant de j'allais en le profiter. déposer. Non J'allais en profiter. Un moine qui rapporte une relique, il a une particularité, qui peut activer sa compétence, qui est le T, la conversion. Et si je dépose la relique, elle va être brisée, je ne peux plus la faire. C'est quelque chose que vous avez déjà dû voir sur Age of, c'est le Wololo, la conversion. Ça marche pas comme sur Age of 2, pour ceux qui ont connaissance d'Age of 2. On va être sur une grosse zone, un peu un gros spell d'animé, quoi, on va dire autour. Voilà, une incantation. À la fin de l'incantation, toutes les unités ennemies qui sont dedans passent de votre côté. Voilà, donc elles sont à vous. À moins que vous soyez en trop de pop, quelqu'un elle meurt. Donc ça peut turn back des fights. Si vous oubliez de focus un roi, un moine, etc. Ça peut vraiment turn des fights de manière violente. Imaginons que vous avez une singerie. Oui. Après, ça prend un peu de temps à se faire. Et ça a un cooldown. Et ça révèle la position sur la map. Excuse-moi. Vas-y. On peut retirer la relique quand on l'a déposée dans le bâtiment ou pas? Ouais, si je prends mon moine et que je clique dessus, exact, je peux prendre la relique. Donc, par exemple, vous êtes en défense, vous êtes attaqué, vous prenez votre moine, vous prenez la relique, vous tentez une conversion et vous la reposez après. Voilà. Merci. Pas de soucis. À l'H4, on a un bâtiment ultra important. Donc je vous ai parlé de la forge tout à l'heure pour faire les ups. On a les ups sur les bâtiments. N'oubliez pas, à chaque âge, vous avez des nouvelles technologies qui arrivent. Sur la forge aussi, une parage. Et les plus importants de celle-là, c'est l'académie, l'université, ou la médersa selon les situations. On retrouve une technologie quasiment par unité militaire. Ça fait des vraies différences. Des stats qui sont par exemple 25% ou 35% sur la cavalerie, qui permettent à vos flèches de taper beaucoup plus les bâtiments, avec plus de range, votre infanterie qui va être beaucoup plus forte. Attaquer là. On peut essayer une conversion peut-être. Vous voyez ce que ça fait? Peut-être. On va essayer une conversion. Là vous verrez un peu ce que ça fait, ça peut être intéressant. J'ai pas encore le cooldown. Le cooldown est par moine. C'est-à-dire que si je ressors un moine, il n'aura pas son cooldown de conversion. Malheureusement il va me taper plein d'unités. Il va fuir. Voilà. Il n'y a pas d'unité dedans, mais vous voyez que chaque moine a un peu un timing différent sur ses cooldowns. On peut avoir plein de moines et tenter plein de conversions. Donc on revient à la médersa, à l'université. Vraiment un truc par type. On a l'infanterie, on a 2 upgrades pour les archers, la range et les dégâts sur les bâtiments. On a la cavalerie avec un gros up. Normalement il est ici, c'est que français qui est en bas. Les ateliers de siège, les escopiers. Les escopiers, j'en ai pas trop parlé, mais c'est une unité d'H4, uniquement en archerie. C'est fort contre tout, globalement. C'est une unité de dégâts à distance par excellence, qui est bloquée par rien. Quand il y a des masses, c'est compliqué à gérer. C'est très fort. On a une santé sur les bâtiments et sur les armes de poudre à canon. Globalement, les canons que vous avez à H4, j'ai pas trop parlé parce que c'est vraiment H4 quand vous avez plein de ressources que vous les faites et c'est un peu plus fort que des trébuchets, mais sans plus non plus. C'est pas transcendant. Voilà. Et vous pouvez essayer de les faire aussi, ça fait des gros dégâts au bâtiment. Et enfin, le dernier bâtiment qu'on a, c'est. Hop, on va sortir notre péon. On a plus de péon. C'est la petite merveille. Bâtiment qui vaut beaucoup de place, qui prend beaucoup de place, qui vaut très cher. Vous voyez, c'est 8 000 dans chaque ressource. Elle vous offre une condition de victoire et elle vous ramène également beaucoup de scores. Je vais pas m'embêter à vous expliquer comment fonctionne le score dans Age of Empires 4, sauf si vous le demandez un peu plus tard.
Rappelez-vous juste que la merveille, si vous la faites à la fin d'une game, c'est très long à construire, normalement. Voilà, du coup ça prend rapidement. Et vous voyez que même avec le code de triche, c'est assez lent à faire. Vous avez vu toutes les étapes. Et ça vous donne une condition de victoire de 15 minutes. Ça marche beaucoup juste pour le score. Voilà. Vous ne gagnerez pas des games avec en attendant les 15 minutes. Ça arrive jamais. Ou si vous le faites, tout le monde va vous attaquer dans la game. Pareil. On a une question peut-être? J'en profite du coup, je vous parlais tout à l'heure du raccourci magique CTRL-SHIFT-C pour l'armée, peut-être que je l'ai dit ou pas. C'est votre raccourci magique pour vous battre. CTRL-SHIFT-C, je contrôle toute mon armée et je peux la ramener à un point. Voilà. Prenez ça comme, enfin un peu un code de triche, mais comme un panique bouton pour prendre votre armée, quand vous savez pas où aller, etc. C'est le plus simple. Je sais, on n'a pas le temps de faire beaucoup de choses, on va bientôt arriver à 22 h. Je pourrais pas trop vous montrer comment faire des fights, etc. Retenez juste pour ramener votre armée. Elle attaque automatiquement ce qu'il y a autour d'elle. Si vous visez une unité avec un clic droit, elle va taper. Je pense que c'est assez évident. Le plus gros conseil que je pourrais vous donner avec l'armée, c'est le Q-click. Vous avez ici le Q, déplacement attaque. Le raccourci Q, lettre Q, puis la petite épée. Et si vous faites un clic gauche avec, c'est les péons juste à démader. Oui, ouais, c'est pas... On voit normalement quand vous avez l'armée ou les péons. Voilà, le Q-click, il va taper tout ce qui est ennemi dans la zone. Pourquoi je vous dis que c'est important? Parce que si vous faites un focus par exemple sur ici, une unité en particulier au milieu, bah les unités corps à corps ne vont jamais l'atteindre et elles vont tourner autour. C'est un des gros soucis que je trouve d'Age of Empires 4. C'est si je veux taper elle, avec de la cavalerie, je vais juste tourner autour et jamais la taper. Si je fais un Q-click, ça va taper. Ça va taper ce qui est au plus près. Voilà. Je pense qu'on arrive un peu à la fin. J'ai pas pu explorer tant de choses que ça, je trouve, au final. On n'a pas pu faire vraiment de fight. On n'a pas pu explorer tout. Il y a beaucoup de choses à dire en même temps. J'espère quand même que ça vous T'as aidera. pu donner des bases pour tous ceux qui doivent apprendre le jeu, c'est déjà bien. N'hésitez pas sur les premières choses que vous pouvez faire. Comme je vous ai montré, c'est lancer une game contre une IA en 1v1. Game nomade ou pas, hein, c'est pas grave. Niveau facile ou intermédiaire. Et essayez d'aller comme ça jusqu'au niveau très difficile. Chaque fois que vous gagnez contre les IA, montez d'un niveau jusqu'au très difficile. Ça vous permettra d'assimiler un peu les bases, gérer votre base, voir que vous avez les ressources. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me redemander des sessions plus personnelles, en 1 à 1-2, pour plus de conseils. J'hésiterai, enfin, je suis assez disponible quand même pendant ce temps-là, donc c'est l'eau de la même façon. Si on peut aider, c'est un plaisir de voir des gens qui veulent s'intéresser à Age of Empires. On n'a pas pu aborder beaucoup. On n'a pas pu trop aborder tout ce qui était raccourci plus poussé. Si besoin, enfin c'est plus de l'intermédiaire. Si vous arrivez déjà avec ça à battre des idées intermédiaires difficiles, ce sera déjà très bien. N'hésitez pas à penser, la règle principale c'est je fais des péons. C'est vraiment le truc qui vous changera du tout vos parties. Et qui changera un joueur moyen, un joueur expérimenté, entre guillemets. C'est la courbe de péons qui va être complètement différente de l'un à l'autre. Fait qu'il y en a un qui va s'arrêter. Faut en créer tout le temps, mais il faut en avoir jusqu'à combien, plus ou moins, des péons dans... On a 200 de population maximum. En général, entre 90 et 120 péons. On est vraiment sur 50-55% de péons. Et voilà. J'espère que ça a pu vous aider. Le jeu est compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire. On sait que c'est un RTS. Il y a beaucoup de micro-actions à faire à gauche, à droite. Faites pas peur. Prenez ça petit à petit. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le jeu. Il y a des gens qui découvrent le jeu et qui, à force apprécient le jeu en le découvrant et en le comprenant. Je suis sûr que vous pouvez aimer. Et beaucoup de personnes de la ZN ne lanceront pas le jeu et seront très nuls dessus. Donc même si vous investissez un minimum d'heures, vous serez meilleur que 50% des gens. Voilà. J'ai découvert le jeu hier ou avant-hier. Je vous jure, il est bien. Vraiment. Et je redoutais les RTS.